Thierry Coulon. Bonjour, enchanté. Enchanté, Thierry Coulon, vous êtes président du HCERES. Le HCERES, c'est le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Vous êtes ancien conseiller éducation, enseignement supérieur, recherche et innovation auprès d'Emmanuel Macron. C'est vrai, j'ai fait quelques petites choses avant aussi. Vous avez fait quelques petites choses avant. Vous avez été président de l'université Cergy-Pontoise, vous avez été président de la commu PSL. Voilà, donc vous êtes un... Qui a été en Australie. Vous avez été en Australie, absolument. J'ai fait des mathématiques. Vous êtes agrégé de mathématiques. Oui, mais enfin ça c'est le début, après on publie. Voilà, et donc aujourd'hui vous êtes à la tête de ce haut conseil très très important. Voilà. Alors on en est où au niveau du HCERES? Vers où va le HCERES? D'abord, ce serait plus agréable d'avoir un nom plus facile à prononcer, mais c'est ainsi. Qu'est-ce que le HCERES? Ou ce sera bientôt, une autorité publique indépendante, c'est-à-dire un objet juridique comme le CSA. Pensez à ça. Le CSA ou le HCERES ou d'autres agences de ce type ne répondent pas directement à l'exécutif, mais ultimement au Parlement. Quelle est sa mission? C'est d'évaluer 3 catégories d'objets: les établissements, c'est-à-dire les universités, les grandes écoles, les organismes nationaux de recherche, d'évaluer les unités de recherche et d'évaluer les formations. J'insiste sur le fait qu'il est très important d'avoir ce spectre-là, et d'autres agences européennes et internationales ne l'ont pas. C'est une originalité importante. Et en France, on a un petit peu tendance à se concentrer sur la recherche, où finalement on a l'habitude depuis toujours de s'évaluer les uns les autres, et on oublie un peu l'importance de la formation, c'est-à-dire d'évaluer pour les étudiants la qualité des formations et des diplômes, et on oublie un peu l'intérêt d'évaluer les établissements, parce qu'après tout, ce sont les établissements qui ont une stratégie autonome, c'est l'établissement que l'État finance, et donc il est assez naturel de se demander si finalement la stratégie est réalisée conformément à ce que l'établissement a proclamé et a voulu faire. Alors, vous êtes président depuis novembre 2020. Aujourd'hui, les transformations, voilà, le HCERES, c'est beaucoup discuté dans les communautés académiques, sa place, ses missions, son évolution. Quelle transformation vous portez aujourd'hui? C'est beaucoup discuté, mais assez peu connu et assez peu lu. Je voudrais d'abord rappeler la manière dont ça fonctionne concrètement. Quelles sont les règles du jeu? Les règles du jeu, c'est que nous avons des référentiels. Nous avons un référentiel sur les établissements d'enseignement supérieur, sur les organismes nationaux de recherche, sur les formations, sur les unités de recherche, avec des petits détails qui varient suivant qu'on parle de L, de M ou de D. Donc, ce référentiel est voté par mon instance délibérante qui s'appelle le collège. Il prend en charge tous les aspects les plus divers de l'activité en question. Ils sont très riches, ces référentiels. La difficulté étant qu'ils ne doivent pas l'être trop, parce qu'il faut rester quand même dans un univers de simplicité autant que possible. Donc, première chose, le référentiel. Deuxième chose, nous n'évaluons pas. D'abord, l'établissement s'auto-évalue. C'est l'établissement qui, partant des questions qui sont posées dans le référentiel, y répond comme il le souhaite, comme il a envie de décrire son activité. Ensuite, nous, HCERES, nous nommons un comité d'experts nationaux, internationaux, reconnus. Certains ont déjà travaillé pour le HCERES, d'autres sont nouveaux, il faut renouveler les panels d'experts. On a un vivier d'environ 10 000 experts. Experts scientifiques, voilà. Alors, scientifiques, avec une spécialisation, un intérêt pour la formation, pour la stratégie des établissements, pour les unités de recherche, pour la discipline dont on parle. Et évidemment, on ne prend pas tout à fait le même expert suivant qu'il y ait question de physique nucléaire ou d'antiquité classique. Et puis, ce comité rédige un rapport dans les canons du référentiel. Il s'appuie à nouveau, en se basant sur le rapport d'auto-évaluation, il répond aux questions qui étaient posées dans le référentiel, comme il le souhaite. Et nous avons un dialogue avec le comité. D'abord, nous formons les experts, ensuite nous leur expliquons les règles du jeu, nous vérifions que la syntaxe est correcte, et si une phrase n'est pas claire, nous posons la question. Voilà le processus. Alors ce processus, il aboutit à des rapports, j'en ai apporté un certain nombre, et ces rapports ne sont sans doute, c'est le premier rapport d'étonnement de ma part, ils ne sont sans doute pas assez lus, et on ne fait sans doute pas assez d'efforts pour qu'ils le soient. Alors, vous avez peut-être envie de savoir, et je pense que l'exécutif régional de Auvergne-Rhône-Alpes a sûrement envie de savoir,
quelle est la qualité globale de la recherche, quelle est l'articulation de la recherche sur le site Grenoble-Alpes-Savoie. C'est une question intéressante pour nous tous. Bon, là, voilà une synthèse, ce qu'on appelle une synthèse recherche du site en question, qui décrit chacune des unités rapidement, en faisant la synthèse des rapports développés de chacune des unités, qui met en place des éléments objectifs de caractérisation du site, d'effectifs, d'investissement des organismes de recherche, d'investissement des différentes universités, et qui ensuite fait un focus sur les 3 grands domaines, sciences et technologies, sciences de la vie et de l'environnement, sciences humaines et sociales, et qui dit, voilà, ceci est de niveau mondial, ceci est de niveau international, ou bien dans telle équipe, il y a un effort particulier sur sciences et sociétés, ou bien valorisation de la recherche, etc., qui décrit, je dois dire assez fidèlement et assez finement, et certainement pas dans la grande brutalité qui consisterait à compter les publications, l'activité de recherche. Ensuite, vous avez sûrement envie de savoir, vous avez entendu parler de l'Université de Montpellier, elle a été première, elle est aujourd'hui 2e dans le classement de Shanghai sur écologie, environnement. Quand j'étais en Australie, sur la terrasse le soir, en prenant l'apéritif avec des collègues universitaires, on parlait de Montpellier, qu'est-ce que c'est bien dans ce domaine-là, c'est mondialement connu. On peut se demander, il y a une transformation énorme qui est en train de se faire avec un établissement expérimental, des relations avec les grandes écoles locales. Eh bien, qu'en est-il de la stratégie de cet établissement? Le comité d'évaluation, je m'en souviens, il a été présidé par Alain Boudou, ancien président de l'Université de Bordeaux, c'est pas tout à fait n'importe qui, et de la même manière ses collègues. Voilà un excellent rapport sur une université. Vous avez peut-être envie de savoir, après la pandémie, ce qu'il en est de l'INSERM. Eh bien, le rapport sur l'INSERM vient de sortir. On a fait une conférence de presse à ce sujet, où était présente Fiona Watt. Fiona Watt, c'est la directrice du NHMRC, qui est l'équivalent britannique de l'INSERM. Elle n'a ni cadeau à nous faire, ni louange excessive à nous adresser. Elle est professionnelle, objective, elle dirige un organisme remarquable. Elle a fait un tableau nuancé et très intéressant de l'INSERM. Je pense que pour l'État, c'est quand même intéressant de lire ce rapport qui n'est pas extraordinairement long, mais qui fait le point sur un des grands outils de la recherche française. Et bientôt, on va évaluer le CNRS. Donc, vous voyez que ça peut ne pas être inintéressant. Et puis, 2 derniers exemples. ESCP Business School. Alors, l'ESCP, c'est une école de management, et elle n'est pas obligée d'être évaluée. Elle n'est pas dans le champ de ce qu'on appelle les établissements d'enseignement privés d'intérêt général, et donc rien ne l'y oblige. Elle a demandé à être évaluée. Alors, pour le coup, c'est payant. C'est pas le prix d'un cabinet de consultant, je vous rassure, c'est raisonnable, enfin c'est payant, c'est normal, c'est de l'argent public, ce sont des moyens publics que nous mettons à disposition. Eh bien, là aussi, ça nous permet d'avoir une vision de l'ensemble de l'enseignement supérieur, en dépassant les frontières publiques-privées, même si on n'oublie pas, dans ce cas-là et sur le financement, que ça n'est pas la même règle du jeu. Et puis finalement, des objets un peu hybrides, j'en citerai 2. Il y en a un qui est achevé, c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Une école d'archi, et on évalue toutes celles de la frange ouest. Ces temps-ci, on est dans la vague B, qui est la vague ouest de la Normandie, Nouvelle-Aquitaine, etc., Pays de la Bretagne, Pays de la Loire, et puis un bout de l'outre-mer. Nous évaluons les écoles d'architecture. Ce sont des objets hybrides, culture, enseignement supérieur. Il y a de la recherche, mais pas au sens où on l'entend peut-être classiquement. C'est très intéressant. Ça nous oblige, nous, à nous décentrer un petit peu. Et là aussi, c'est passionnant. Donc voilà la variété de nos activités, et voilà certainement qui justifie qu'on porte une politique de communication et de diffusion, et qu'on pense à nos lecteurs. Donc je cherche à avoir une boucle vertueuse d'amélioration des rapports en disant écrivez comme si vous étiez lu, et pour être lu. Le HCRS est une institution très importante. Un rapport de la Cour des comptes vient de paraître, avec un référé qui pointe un certain nombre de recommandations qui doivent être suivies. Je vous retrouverai pour une série d'émissions pour rentrer dans le détail de ces critiques, peut-être, et aussi des réponses que vous avez déjà décidé d'apporter. Avec grand plaisir, parce que ce rapport est extrêmement intéressant. Merci Thierry Coulon. Merci.